beaucoup de mots qui m'ont fait plaisir. On s'est croisés en coulisses, mais là je rebondis parce que valeur humaine, respect de la personne humaine, sens, mission commune, collectif, frime, j'aime bien aussi. Et puis, c'est ça, l'entreprise a besoin de ça, la marque, etc. Alors moi, je vais vous parler de ça, je vais vous parler des générations qu'on croise aujourd'hui au travail. Moi, je passe mes journées à aller en entreprise, en association, dans les services publics, pour parler d'engagement. J'aime bien le terme engagement, management aussi, mais j'aime bien le terme d'engagement générationnel, intergénérationnel. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de conflits. Aujourd'hui, ça coince dans les entreprises. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire avancer les choses. Alors, je vais revenir sur effectivement des rituels, des bonnes pratiques que le général nous a indiquées qu'on doit retrouver en entreprise. Mais d'abord, un petit panorama pour voir un peu où on en est. Aujourd'hui, vous avez, alors elle n'est pas représentée sur scène parce qu'il manque un sigle, mais vous avez 4 générations au travail, plus les enfants en alpha, et on commence par les baby-boomers, donc les 59 ans et plus, ils sont encore là pour quelques années. Et c'est vrai que vous connaissez ce mot qui malheureusement est devenu une insulte, quand on dit boomer, hein, c'est bon, etc., qu'on reproche à ces gens-là peut-être d'avoir eu une vie un peu facile, d'avoir consommé des ressources, et puis maintenant d'avoir un niveau de vie peut-être que la planète ne peut pas soutenir, etc. Moi je trouve qu'au contraire, ces gens-là, ils n'ont pas à être coupables de ce qu'ils ont vécu, c'était comme ça, il y en a qui ont eu des parcours faciles, mais surtout que quand on est ancien, quand on est boomer, on doit des choses à transmettre, et qu'on a plein de choses à transmettre aux jeunes, et à toutes les générations. Le conflit le plus courant qu'on a aujourd'hui, c'est avec la génération suivante, avec la génération X. Donc les X, c'est les 45-58, parce que les générations sont de plus en plus courtes. Et pour bien comprendre les X, il faut voir que le X, il a été élevé en lui disant « la vie, ça va être dur, il faut que tu sois fort, il va falloir bosser ». Et le X, il s'est surinvesti au travail. Et malheureusement, il n'a pas eu un parcours aussi facile que le boomer. Les deux ont dû travailler souvent, alors c'est très bien que les deux travaillent, mais quelquefois ça a créé des divorces, des tensions, etc. Et donc la génération X, qu'on appelle aussi génération sandwich, s'est retrouvée coincée justement entre des générations avant pour qui ça avait été un peu mieux à chaque fois, à chaque génération. Et là, pour la première fois, on s'est dit ça va être moins bien qu'avant, c'est plus dur, le boulot c'est plus dur, etc., etc. Et je vois arriver en dessous, dans la deuxième tranche du sandwich, les jeunes qui peut-être vont avoir mon poste ou avoir une meilleure retraite ou pas, etc. Et moi, je vais me faire un peu avoir. Donc on a beaucoup de ressentiments chez les X qui ne comprennent pas les jeunes, qui disent « moi, je me suis surinvesti au travail, j'ai été élevé comme ça ». Et puis les jeunes, ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent, ils viennent pas, ils demandent du télétravail, du travail asynchrone. Moi, je disais rien, j'étais venu pour bosser. On m'avait dit il faut une bonne situation, un bon boulot. Donc les X, ils ne comprennent pas celle d'après. Et puis, juste après, on a eu les Y, qui ont effectivement commencé à se poser la question du sens. Alors en anglais, c'est facile, ça fait why, donc ça fait pourquoi. Mais c'est vrai que le X ne se posait pas trop la question de savoir pourquoi il était là. Il y avait un boulot à faire, il fallait le faire, et tu seras récompensé si tu t'investis au travail. Sauf qu'il a vu que ça ne marchait pas comme ça, il se dit pourquoi moi j'ai bossé autant et je n'aurai pas les fruits de mon investissement. Et le jeune, il se pose des questions, etc. Mais c'est fondamental cette quête de sens. Et moi, j'explique aux entreprises qu'il faut absolument, comme vous l'avez très bien dit, pouvoir expliquer pourquoi on est là. L'entreprise, elle a une mission qui se décline en but, qui se décline en objectif, qui se décline en tâches, etc., etc. Alors, l'exemple que vous prenez de l'opérateur satellite, là, moi, je le prends, par exemple, pour un personnage sulfureux que j'aime pas trop, mais c'est Elon Musk. Elon Musk, il a un rêve, ce qui est encore plus grand que la mission, c'est de faire une colonie humaine sur Mars. Mais ça reste du domaine du rêve. Donc il se dit, en attendant, j'ai créé une entreprise qui s'appelle SpaceX, qui a une finalité, c'est de réduire le coût des voyages spatiaux et peut-être d'aller sur Mars. Et donc cette finalité, elle se décline en but. Recruter des gens compétents, trouver un système de guidage pour amener la fusée, signer des contrats avec la NASA, etc. Qui se décline en objectifs, qui se décline en tâches très concrètes. Et l'exemple que je prends, moi, c'est quelqu'un qui sert des boulons. Vous visitez l'entreprise SpaceX, vous dites « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Je sers 4 boulons en titane à la clé dynamométrique là, jusqu'à 17h. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il faut assembler ce panneau avec celui-là. Oui, mais pourquoi vous faites ça? Parce que ce trimestre, on lance ce satellite. Oui, mais pourquoi vous lancez un satellite ce trimestre? Parce qu'un jour, on aimerait bien aller sur Mars. Et c'est exactement pareil. Et si le gars il vous dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites jusqu'à 17h ?»
Il vous dit, bah, tu vois bien, je sers ces fichus boulons. Oui, pourquoi? Aucune idée, mais moi je peux te dire qu'à 17h, je suis barré. Ben là, évidemment, vous avez un problème de sens. Donc la génération Y a été la première à se poser la question de la quête de sens, et l'entreprise doit être capable d'expliquer ça, d'où les raisons d'être. Et vous savez que depuis 2019, dans la loi Pacte, on peut être entreprise à mission. Mais moi, ça me fait quelquefois rigoler quand les entreprises se mettent soudain à écrire leur raison d'être. J'espère qu'elles en avaient une avant. Donc il faut écrire sa raison d'être. Et on peut même, maintenant, on le fait en entreprise, écrire la raison d'être d'un service ou d'un département au service de la grande raison d'être de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important pour la génération Y notamment, mais aussi pour toutes les autres. Et puis après, on a eu la génération Z. Donc Z, effectivement, alors les Y, c'était 30-44. Z, c'est les moins de 29 ans, enfin les 12-29, puisqu'en dessous, on a les alphas. Et alors les Z, qu'est-ce qui s'est passé? Les Z, ils ont été frappés par plein de choses. Le terrorisme. Et ça, c'est un vrai truc. Quand vous interrogez les jeunes, ils vous disent « Attends, tu me parles de surinvestissement au travail. Alors, je ne vais pas reproduire les erreurs de mes parents, génération X. Ils sont surinvestis au travail, et tout ça, pourquoi? Pas de récompense, peut-être pas de retraite, et puis c'est compliqué. Donc, terrorisme, si ça se trouve, je vais à Paris en terrasse, je me prends une bombe, donc la notion d'investissement au travail, tu sais, bon. Ensuite, catastrophe climatique et écologique. L'avenir est quand même assez noir. Je vous donne un exemple. J'étais sur un colloque de vos confrères du MEDEF à Marseille. Et il y avait des discussions comme ça intergénérationnelles. Et il y avait quelqu'un qui était un boomer, mais un boomer au sens un peu critique du terme. 62 ans. Il dit oui, les jeunes, les pauvres chéris, ils ont été confinés pendant 2 ans, alors ça y est, c'est la fin du monde. Et puis là, ils ont peur de tout, ils ont peur de l'avenir, ils veulent plus bosser, ils sont feignants. Nous, nos parents ou grands-parents ont connu la guerre. Au Moyen-Âge, il y a eu la peste. Et puis après, il y a eu la Renaissance. Et on va s'en remettre. Et puis, il faut y aller. Et puis, les jeunes, ils me fatiguent. Il y a un jeune dans la salle qui s'est levé, vingtaine d'années. Il s'est concerté brièvement avec ses camarades pour être un peu leur porte-parole. Il a dit vous savez, monsieur, vous parlez de la peste. À l'époque, au Moyen-Âge, la population mondiale, c'était 500 millions d'habitants. La peste a tué, on pense, entre 70 et 200 millions de personnes. Donc entre un tiers et presque la moitié. Alors c'est horrible, c'est horrible. Et effectivement, après, il y a eu la Renaissance. Mais s'il fait 3 degrés de plus dehors en moyenne, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de poissons, la mer est polluée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de plancton, etc. Donc là, ce n'est pas 30% qui va disparaître, ça va être beaucoup plus. Et on n'a pas encore la recette, on a des petites avancées à droite à gauche, mais enfin quand même, vous voyez le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas un temps d'automne. Et là, il n'a rien pu dire. Parce que la génération Z, elle est vraiment préoccupée par l'avenir. Elle ne veut pas reproduire les travers, enfin ce qu'elle a vu de ses parents X se surinvestir au travail pour rien, et elle s'est dit, moi je veux autre chose, je veux choisir ce que je fais. J'ai envie d'autre chose. D'où des exigences très particulières. Et le Covid n'a fait que renforcer ça, avec effectivement des besoins de télétravail, de choisir, etc., etc., et de quête de sens aussi. Et en même temps, des comportements quelquefois assez égoïstes qui déstabilisent les entreprises. Parce que c'est une génération qui peut être très écolo, mais qui va quand même prendre l'avion pour aller à Barcelone en week-end. Et ça, c'est très contradictoire. Donc on a beaucoup de contradictions. C'est difficile de mettre les gens dans des cases, mais on a quand même des comportements des jeunes qui sont très individualistes. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est d'avoir une mission commune. Je vais y revenir. Et puis il y a un truc aussi qui a marqué la génération, surtout la Z, parce qu'on a parlé de digital native pour la Y, tout ça. Ouais, ils ont eu un ordinateur quand ils étaient ados, mais bon, c'est pas vraiment digital native. Non, les vrais digital natives, c'est les alphas, parce qu'eux, ils sont vraiment nés avec un téléphone dans les mains. Mais vous prenez les Z, ils ont été élevés avec le téléphone. Je vous donne un exemple. J'étais dans un hôpital. Une cadre de santé, la soixantaine, 30 ans de métier, elle me dit « J'en ai marre. À chaque fois que je dis quelque chose aux élèves infirmiers ou infirmières, ils ne me croient pas, ils vérifient sur leur téléphone. » Elle me dit « Ça m'énerve, je connais mon métier quand même. » Et je lui dis « Mettez-vous à leur place. Vous avez appris plein de trucs avec vos parents.
C'est vos parents qui vous ont transmis plein de choses, et puis les anciens au travail, vos formateurs, etc. Vous avez une sorte d'écoute naturelle de tous ces mentors, de toutes ces figures qui vous ont appris les choses. Mais le jeune, il vit avec son téléphone. Qui lui a appris à servir son téléphone? Il a appris tout seul. Ou il a appris sur les tutoriels ou avec des potes. Et quelquefois, c'est même lui qui vous a appris à vous servir de votre téléphone. Parce que c'est dans l'autre sens. Donc, la vie d'un jeune qui tourne autour de son téléphone, eh ben, ce n'est pas ses parents qui lui ont appris, ni son boss. Et il va avoir besoin de son téléphone. Elle dit, oui, mais je ne peux pas, on interdit le téléphone, etc. Mais je dis, mais il faut faire le truc à l'envers. Elle me dit, comment ça? Je lui dis, par exemple, au lieu de leur dire, écoutez-moi bien, ce que je vous dis, c'est important, et n'allez pas vérifier sur votre téléphone. Ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, alors, le patient de la chambre 112, vous avez vu, il est arrivé ce matin, il a 48 ans, il est diabétique, vous avez vu son traitement, qu'est-ce que vous en pensez? Question ouverte. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils vont tous vérifier sur leur téléphone. Ah bah oui, 48 ans, diabétique, oui, 60 mg de ça le matin, ouais, ça paraît normal. Ah non, moi j'ai trouvé un autre site où c'est plutôt 100 mg et en 2 prises. Ah bon, alors, etc. On dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il attend le monsieur là. On croit Google, on croit Doctissimo, on croit machin, et on fait quoi? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se tourner vers elle. Ben, toi qui as 30 ans de métier, tu ferais comment? Et là, elle va pouvoir dire, soit, ben, écoutez, Google avait raison, c'est très bien, soit, ce que Google ne pouvait pas savoir, c'est que cette personne-là, elle a fait un ulcère duodénal à 20 ans, donc il ne faut pas qu'elle ait de l'aspirine sans pansement gastrique, et donc on va lui donner la dose en 2 fois. Donc, le téléphone, un truc qui a marqué la génération Z, il faut l'utiliser, et en entreprise, on apprend aux gens, alors certes, à interdire les mauvais usages du téléphone privé, mais à l'intégrer dans les parcours d'apprentissage. Parce que le numérique a pris une place très importante dans ces générations. Et je reviens sur la quête de sens, c'est fondamental de pouvoir tout expliquer, tout décliner, de pouvoir dire à n'importe qui pourquoi il ou elle fait ça. Et plein de questions ouvertes, plein de questions sur l'épanouissement. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit effectivement sur l'écoute des gens, parce que avant, au boulot, on disait voilà le boulot, donc voilà de quoi on parle, et voilà comment tu vas le faire. On a vu l'entretien d'embauche en 93. Hein. C'est ton manager qui fixe les objectifs et tu auras intérêt à les suivre. Quoi, comment, c'est tout. Maintenant, c'est qui es-tu? Et je vais te dire qui je suis. Nous allons faire connaissance. Qui d'abord? Et on vous avait dit, on fait connaissance avec les jeunes recrues. Qui es-tu? On va vraiment prendre le temps de faire connaissance tous les deux. Ensuite, pourquoi es-tu là? À quoi sert l'entreprise? Quelle est la raison d'être? Comment tu vois les choses? Comment tu vois ta contribution à cette mission commune? Tu as bien compris ce qu'on fait ici? Tu as bien compris à quoi on sert? Qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, qui, pourquoi? Et après, une fois que le qui aura été partagé et que le pourquoi sera clair, on pourra dire, ben voilà ce que je te propose, ou voilà un peu ton poste, qu'est-ce que tu en penses, et comment tu vois les choses, et le comment sera interrogatif. Ce ne sera pas un comment, tu vas faire comme ça. Donc ça a vraiment changé, et aujourd'hui, c'est qui, pourquoi, quoi, comment, dans cet ordre-là, et c'est comme ça qu'on va impliquer les jeunes. Et beaucoup de questions ouvertes, par exemple, des questions qu'on ne posait jamais à l'entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu attends de ce poste à titre personnel, en matière d'épanouissement personnel, de grandir, etc., etc. Question qu'on ne posait pas avant. Il y avait un boulot à faire, très bien, vous avez un CV qui correspond aux besoins, etc. Question très ouverte, très importante. Je vous donne un autre exemple de différence générationnelle. J'étais dans un EHPAD le matin à 7h du matin au briefing en cuisine. Le chef, 54 ans, sympa, mais un peu à l'ancienne quand même. Bon, alors bonjour tout le monde. Alors hier on a commencé les entrées froides. Alors toi tu vas faire ça, toi tu fais les desserts, toi c'est bon. Et il voit le jeune apprenti, 16 ans, tablier froissé. Il dit qu'est-ce que c'est que ça? Je parie que tu as acheté ton truc en boule dans ton casier hier soir. Ah oui chef, pardon chef, excusez-moi chef. Bon, bah, pour t'apprendre le métier, tu vois les 15 kilos de patates là, pour la soupe de cet après-midi. Tu ne prends pas la machine, tu les épluches à la main. C'est comme ça que le métier va rentrer. Et demain, tu auras intérêt à un tablier bien repassé.
Alors il part, bon. Et je lui dis, après il m'a tutoyé, je lui dis, chef, à ton avis, qu'est-ce qu'il va dire à sa mère en rentrant à 18h tout à l'heure? Alors, ça a été ta journée à l'EHPAD? C'est bien, tu veux toujours continuer l'apprentissage? Qu'est-ce qu'il va dire à sa mère? Il va dire, laisse tomber, hein. J'y retourne pas demain. Ben ouais. Il me dit, oui, mais bon, moi j'ai été formé comme ça, et regarde, tout va bien, je suis pas traumatisé. Hein. Je dis, ouais, mais chef, on n'est plus en 1993. Hein. C'est fini, ça. Vous voulez pas qu'il ait envie de venir? Oh, il me dit, bon, envie, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je lui dis, est-ce que vous avez déjà posé des questions ouvertes? Il me dit, questions ouvertes? Non, je ne sais même pas ce que c'est, les questions ouvertes. Mais je lui dis, par exemple, vous dites à votre équipe le matin, tiens, vous savez quoi? On a des résidents en EHPAD, ils n'ont pas choisi de venir, on essaie de rendre leur vie meilleure 3 ou 4 fois par jour au moment des repas quand même. Il n'y a pas que les calories, la diététique, il y a du plaisir. Que pourrions-nous faire pour épater nos résidents? Que pourrions-nous faire pour épater nos résidents? Je vous écoute. C'est génial. Si ça se trouve, il y a le jeune ou un autre qui va dire « Ouais, c'est quoi? On pourrait faire une pièce montée. » Super idée. Ça a de la gueule. Hein, ça a de la gueule aussi. On parlait des locaux qui ont de la gueule. Ça a de la gueule, une pièce montée. Ah ouais, alors combien de choux? 90 résidents, on fait 3 choux par personne, ça fait 270. Quel angle, quelle hauteur? C'est génial. Quel jour? On va choisir un jour où il y avait un dessert similaire quand même pour respecter les prescriptions diététiques. Et le jeune, il va dire, oui, moi je ne sais pas, j'ai jamais fait une pièce montée. Mais c'est pas grave, on va la faire ensemble, je vais t'apprendre. Et puis comme c'est toi qui l'auras faite, le jour où on la sert, tu mets la grande tenue avec la toque et tu vas la servir en salle. Il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Eh ben maman, le mois prochain, c'est moi qui fais la pièce montée, je vais la servir en salle. J'ai intérêt à repasser mon tablier. Hein. Ben oui. On valorise, on donne du sens, on demande aux gens ce qui leur plaît, on les interpelle, on fait en sorte que c'est eux qui ont envie de s'impliquer. Donc ça, c'est les grandes leçons intergénérationnelles, c'est vraiment se transmettre des choses entre nous, écouter les anciens. Il n'y en a pas un qui a raison plus que l'autre, mais ça passe par de l'écoute. Là, j'ai vu que dans les collèges, on va faire des cours d'empathie. Ben, c'est très bien, parce que ça devrait être naturel. Moi, j'ai une carte d'empathie qu'on utilise. On se force à se mettre à la place de l'autre. C'est fondamental. Le recruteur, il se met à la place de l'autre. Et plus on va faire preuve d'empathie, plus on va poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu vois les choses, etc. Plus on va intégrer les jeunes. Et surtout, pas dans un mode descendant. Et puis, on va mettre du jeu, parce qu'il faut que ce soit drôle. La vie est triste, il faut mettre du jeu. Les jeunes, ils aiment s'amuser. J'ai des entreprises, ils font des réunions, entre guillemets, ennuyeuses pour ne pas dire autre chose. Et les jeunes, ils ont une capacité d'attention de plus en plus courte, ils décrochent. Les anciens, ils râlent, disent oui, bah, ils ont qu'à écouter. Moi, à leur âge, j'écoutais et tout, mais ça, c'est trop tard, c'est fini, ça. Je lui dis, vous commencez la réunion et vous leur dites, alors bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors attention, j'ai glissé 3 erreurs, soit dans le PowerPoint, soit dans ce que je vais dire. Il y a 1 kilo de clémentine à gagner, et c'est parti, on y va, on va voir qui trouve les erreurs. C'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils écoutent. Alors, il y a toujours un qui dit j'aime pas les clémentines, j'aime pas les devinettes. Mais bon. Non, mais on met du jeu, on met de l'intérêt, on rend ça ludique. Hein? Dans la grande distribution, le gars il dit oui, quand je leur donne les chiffres des ventes du mois dernier, ils m'écoutent pas. Bah, en même temps, hein? Il dit ouais, alors je leur dis petit bricolage on a fait plus 4, boulangerie on a fait moins 2 et camping on a fait plus 3. Ils m'écoutent pas. Ben, je dis ouais, mais bon, tu sais quoi, tu prends 3 post-it jaunes, tu mets bricolage, pâtisserie, électroménager, 3 post-it bleus, tu mets plus 3, plus 4, moins 5. Et tu leur dis bonjour, vous voulez savoir les chiffres des ventes du mois dernier? Elle va essayer de deviner. Refaites les paires. Au moins, ils vont s'intéresser, ils vont chercher. Donc, la jeune génération, il faut aller vers elle. Il faut que ce soit ludique. Il faut l'interpeller, il faut lui proposer des trucs drôles. Il faut lui poser des questions ouvertes. Ce qui ne change pas, c'est la mission de l'entreprise. Ça, elle est marquée en grand, il y a la raison d'être. On sait où on a mis les pieds. Et on essaye avec des rituels de faire ce que fait la Légion, de donner ce sentiment d'appartenance. Ce qu'arrive à faire certaines grandes maisons, souvent familiales, où on est embauché dans l'entreprise, et on voit les portraits des fondateurs, on a les anciens, on a de la tradition, on se dit « Waouh, j'ai mis les pieds là-dedans, ben, je vais réfléchir à 2 fois avant de partir et je vais m'investir parce que j'ai une grosse responsabilité là. Je fais partie d'un truc plus grand que moi. » Et même si je reste moins longtemps et que je ne fais pas carrière, le temps que je suis là, c'est important. Il faut absolument avoir ces rituels qui permettent aux jeunes de s'intégrer. Il faut les écouter.
Ce qui ne change pas, c'est la mission de l'entreprise. Il faut leur demander ce qu'ils en pensent. Et puis après, il faut les laisser faire et ils vont nous apporter plein d'idées et ça va être formidable. Voilà.